Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va faire le tour des annonces d'NVIDIA pour le Computex ainsi qu'un petit tour rapide des dernières rumeurs pour les RTX 5000 et Zen 5, juste après la fiche sponsor. Allons-y, c'est parti. Vous avez acheté ou monté un nouveau PC, vous avez besoin d'une clé Windows ou de la dernière version d'Office, alors n'hésitez pas à profiter des offres de chez Godil24, avec par exemple 50% de réduction sur les clés Windows avec le code de la chaîne VCG50, et si vous cherchez la dernière version d'Office ou un bundle Windows plus Office, vous pouvez avoir 62% de réduction grâce au code VCG62. Et sur le site, vous trouverez en bas de la page de l'offre les instructions pour passer commande avec toutes les étapes et comment utiliser leur moyen de paiement par PayPal. Et une fois le paiement validé, en quelques minutes, vous recevrez là ou les clés que vous avez commandées par email ainsi que les instructions pour les utiliser, donc pensez bien à vérifier dans votre répertoire spam au cas où le mail s'y trouverait. Et si vous rencontrez un problème quelconque, n'hésitez pas à contacter l'assistance 24h sur 24, 7 jours sur 7 qui vous accompagnera en cas de problème. Tous les liens seront dans la description de la vidéo et comme d'habitude, merci à vous si vous achetez une clé car ça permet d'aider la chaîne tout en ayant pour vous quelque chose en retour. Et également merci bien sûr à Godil24 pour sponsoriser cette vidéo. Alors c'est le début du Computex et cette année celui-ci s'annonce quand même assez chargé avec aujourd'hui il y a même des keynotes de la part d'AMD, Nvidia, Intel, Qualcomm où on devrait avoir des annonces particulièrement du côté des processeurs pour AMD, Qualcomm et Intel. Par contre c'est vrai que du côté des cartes graphiques, hors grosse surprise, je pense pas qu'on en apprenne beaucoup plus que ce soit pour Intel ou AMD, même si on aimerait forcément plus d'infos pour RDNA 4 et Battlemage, mais au niveau timing, c'est plus les processeurs, cartes mères et compagnie qui devraient être mis en avant pour une sortie dans les mois qui viennent, en ce qui concerne les nouvelles plateformes et processeurs. Et pour Nvidia, j'ai pu assister il y a quelques jours au pré-brief presse pour les annonces d'Nvidia au Computex, et en dehors d'annonces surprises, il n'y a pas d'annonce carte graphique pour les GeForce pour l'instant malheureusement. Et bien évidemment, vous vous doutez bien que le mot que l'on va entendre beaucoup lors de ce Computex, ce sera intelligence artificielle, qu'on va nous faire manger à toutes les sauces jusqu'à épuisement, puisque clairement c'est le buzzword pour toutes les marques, même si pour l'instant au niveau utilisateur final, on attend toujours de voir quelque chose de vraiment intéressant. Mais bref, allons voir ce qui se passe du coup du côté des Verts et de ce qu'ils ont annoncé. Alors déjà, une petite précision en ce qui concerne Windows et Copilot+, qui doit être la grande mise à jour pour Windows côté intelligence artificielle, que Microsoft a présenté il y a quelques jours et qui a déjà eu son bad buzz avec la fonctionnalité Recall, qui va prendre des screenshots régulièrement de ce qui se passe sur votre PC, pour en théorie pouvoir ressortir des infos plus tard en cas de besoin. Donc en gros, c'est une fonction recherche améliorée, mais qui ne va pas sans son lot de questionnements sur les potentiels hacks et intrusions niveau vie privée, avec le traitement potentiel des données, même si en théorie c'est censé rester en local. Donc bref, Copilot+, une des précisions qu'on a eues lors de la présentation d'NVIDIA, c'est que celui-ci n'est censé fonctionner uniquement qu'avec les NPU des processeurs de nouvelle génération, donc les processeurs Qualcomm qui viennent d'être présentés il y a quelques semaines, certains processeurs AMD et Intel de nouvelle génération, même si en réalité, ces fonctionnalités pourraient tout à fait fonctionner sur tous les PC avec n'importe quelle carte graphique RTX aussi. Et en fait, le blocage au niveau des NPU, c'est pas une limitation de la part d'NVIDIA par exemple, mais c'est une limitation de la part de Microsoft, car passer par un NPU serait plus efficace au niveau de l'OS, consommation et compagnie, même si sur un PC de bureau je vois pas trop où serait le problème en fait d'utiliser Copilot+ avec la carte graphique, puisqu'en réalité c'est vrai que toutes les cartes graphiques RTX ou même les cartes de chez Intel et celles d'AMD je sais pas trop, peut-être les dernières, je sais pas si RDNA 2 par exemple a des vraies fonctionnalités intelligence artificielle ou si ce serait exploitable ou pas, mais en ce qui concerne les RTX par exemple, les Tensor Core qui sont présents maintenant depuis les RTX 2000 ont de grandes capacités au niveau de traitement information intelligence artificielle, et la majorité des cartes graphiques qu'on a sur nos PC sont de toute manière beaucoup plus performantes que les NPU. C'est juste que c'est moins efficace point de vue énergétique et compagnie, mais au niveau des tâches qui sont demandées au NPU, il n'y a rien qui empêcherait les cartes graphiques de le faire si Microsoft le souhaitait. Donc bref, Nvidia a du coup surtout parlé d'autres fonctionnalités dans sa présentation, mais ces derniers jours on a aussi vu des articles passer comme quoi ce blocage de Copilot dans Windows au niveau hardware serait aussi assez facilement contournable. Donc bref, comme souvent avec Windows, les blocages risquent d'être assez vite détournés. On a vu ça à plusieurs reprises pour plein d'autres fonctionnalités. Bon alors après, encore faut-il avoir besoin de Copilot, ça c'est une autre histoire. Mais on verra bien si celui-ci apportera quelque chose d'intéressant ou pas. C'est vrai que par exemple la fonction Recall,
Personnellement, j'irai jamais l'activer, ça n'a absolument aucun intérêt en ce qui me concerne. Sinon, Nvidia nous a d'abord fait un topo sur les capacités IA de notre matos avec une distinction entre ce que les NPU peuvent proposer en local avec des tâches légères mais avec une très bonne efficacité énergétique, comme je viens de le dire. On a aussi du coup les tâches avec des modèles IA un petit peu plus lourds qui seraient pris en charge par les cartes graphiques. Et enfin, les plus gros modèles d'intelligence artificielle passeraient par le cloud comme c'est le cas à l'heure actuelle. Le but dans l'histoire, c'est de pouvoir dispatcher les différents modèles sur le matos le plus adapté, selon les différentes tâches à faire. Nvidia prévoit donc le RTX Toolkit, qui permettrait, selon Nvidia, d'optimiser les modèles pour les RTX en les rendant plus digestes pour des cartes graphiques plus modestes. Comme le montre ici l'exemple, on voit qu'avec des grosses optimisations, un modèle qui passe normalement sur une RTX 4090 pourrait passer sur une carte graphique beaucoup plus modeste. Alors Nvidia nous a également parlé de AIM, qui n'a rien à voir avec la messagerie d'AOL de l'époque, mais qui serait ici un Inference Manager, qui en gros permettrait de mieux dispatcher les différents modèles d'intelligence artificielle selon le matos qu'on en a dans son PC, comme je le disais juste avant. Donc comme assez régulièrement avec Nvidia, on a le hardware qui est déjà présent dans beaucoup de cas, et ici, il y a un fort focus du côté de l'optimisation software. C'est vrai que Nvidia, ça a toujours été un petit peu leur grande force. C'est que du côté software, mais ils sont aussi très très forts. Il n'y a pas que le hardware qui marche bien. Alors après, la question du coup, c'est pourquoi faire tout ça. Alors, Nvidia met toujours en avant, par exemple, ACE, cette technologie de PNJ basée sur l'intelligence artificielle qui sera probablement présentée au Computex aussi dans sa dernière version, puisque depuis sa première apparition au Computex 2023, il y a eu plusieurs technologies qui ont été intégrées en plus. Là, on nous a parlé de quelques autres technos. Nvidia nous a également présenté le J-Assist, qui à la base était un poisson d'avril en 2017, et qui serait donc maintenant devenu une vraie technologie basée sur l'intelligence artificielle, bien évidemment. Et le J-Assist, ça permettrait de se baser sur tout un tas de sites internet, wiki, guides, pour pouvoir ensuite apporter de l'aide directement dans les jeux aux joueurs qu'ils souhaitent. Alors, il y avait une démo sur Arc, où en gros, on peut directement interroger l'intelligence artificielle sur qu'est-ce qu'il utilisait, que faire dans le titre, quelle est la meilleure arme, enfin ce genre de trucs, selon aussi ce qui se passe à l'écran. L'IA est capable de répondre selon ce qui se passe directement dans le jeu. Alors ça peut être potentiellement plutôt sympa du point de vue de l'utilisateur, mais c'est vrai que pour les créateurs de guides, wiki et sites en question, c'est potentiellement beaucoup moins sympathique, puisqu'en gros, comme beaucoup de choses avec l'intelligence artificielle, ça se base sur une agrégation de données qui sont récupérées à droite à gauche, sans pour autant que les personnes en question qui ont créé tous ces guides et tout soient rémunérées, entre guillemets, puisque les sites de guides et de wiki, tout ça, ont des revenus publicitaires et machin. Donc si tout passe par la suite par des intelligences artificielles comme ici le J-Assist, ça pourrait poser problème par certains côtés, mais ça je dirais c'est un problème à plusieurs niveaux avec l'intelligence artificielle à l'heure actuelle, que ce soit au niveau de la musique, des images et tout. Il y a plein d'interrogations, et c'est vrai que ça pose question par certains côtés. L'autre fonction intéressante du J-Assist, c'est que celui-ci permettra aussi d'optimiser les réglages dans les jeux, selon ce que vous souhaitez faire, puisqu'on peut par exemple demander au J-Assist de régler le jeu pour faire en sorte d'avoir plus de performance par watt, ou d'avoir des performances avec un overclock, et tout type d'autres compromis graphiques, comme par exemple demander les plus hauts réglages graphiques pour tel ou tel niveau de FPS, pour coller au refresh rate de son écran par exemple. Donc le J-Assist, c'est intéressant, mais ça sera pas pour tout de suite non plus, bien évidemment. Et en plus de ça, Nvidia a bien indiqué qu'il fallait que les développeurs du jeu l'intègrent dans les titres et tout ça, donc ce sera pas pour tout de suite, et on verra bien quelle forme ça pourra prendre ou pas à un moment ou à un autre. Mais c'est vrai que dans l'idée, il y a des choses intéressantes à exploiter, même si au final, les guides et tout ça, c'est des choses qu'on va voir par soi-même sur internet. Là, ce serait directement intégré dans le jeu. Pourquoi pas, mais c'est sûr, ça va pas changer votre vie. Et en ce qui concerne les optimisations et les réglages dans les jeux et tout ça, ça c'est pareil. On avait déjà des choses assez similaires avec des profils automatiques et tout ça, même dans GeForce Experience par exemple. Là, ce serait la version un petit peu au-dessus, donc il y a des choses intéressantes. Après, reste à voir quand et comment ça arrivera. On n'y est pas encore, mais c'est vrai que c'est des idées qui sont balancées à droite à gauche, et c'est un petit peu le problème avec l'intelligence artificielle à l'heure actuelle, c'est qu'on voit des trucs, mais on sait pas vraiment qu'est-ce que ça nous apportera ou pas, et on essaye de nous survendre le truc. On attend vraiment d'avoir des choses concrètes sous la main, je dirais pour se faire une idée un petit peu plus précise, et si ça vaut le coup d'investir dans certains matos par exemple, puisque c'est vrai qu'en dehors de ça, pour l'instant il y a beaucoup de points d'interrogation.
Sinon, en vrac, alors Nvidia a aussi mis en avant des optimisations pour stable diffusion, autres que pour Automatic 1111, avec des optis pour Comfy UI, des nouvelles fonctionnalités pour le RTX Remix, le RTX Vidéo dans VLC et DaVinci Resolve, pour upscale les vidéos et rajouter l'auto HDR directement dans les logiciels de montage. L'application bêta Nvidia aura une mise à jour avec le support de l'Evive One pour Shadowplay, et du GPU tuning et des stats pour les performances GPU aussi. Et enfin, le dernier gros point, c'est une série de guidelines pour les PC en small form factor, donc les petits PC, pour permettre une sorte de standardisation pour la taille des cartes graphiques pour les AIB et les fabricants de GPU et les fabricants de boîtiers, pour permettre une intégration plus facile dans les boîtiers SFF avec suffisamment de place pour brancher le connecteur d'Alim et pour un minimum de place pour la ventilation, avec une liste de références de cartes graphiques et boîtiers compatibles entre guillemets, avec ici un focus pour les cartes graphiques type 4070 et supérieur, avec quelques modèles de 4080 compatibles chez Asus et Palit, puisque bien évidemment les cartes graphiques plus petites ont moins de problèmes d'intégration dans les petits boîtiers. Et puis je pense qu'on a fait un petit peu le tour en ce qui concerne les annonces de la part d'Nvidia sur cette présentation. Alors je sais, c'est dommage, il n'y a pas d'informations en ce qui concerne les futurs GPU. Peut-être que pendant le Computex, Nvidia annoncera quelque chose directement sur scène, mais c'est vrai qu'en dehors de cette surprise-là, nous, on n'a rien eu. Donc évidemment, si Nvidia parle d'autres choses pendant la keynote au Computex, j'en parlerai dans une autre vidéo, assez rapidement bien évidemment. Mais du coup, on va aussi faire un petit tour du côté des dernières rumeurs pour les RTX 5000, puisque c'est assez amusant, ces derniers jours on a vu tout et son contraire, donc comme d'habitude, les rumeurs, les grosses pincettes de rigueur, ne prenez rien pour argent comptant, puisque ça fait quelques temps qu'on entendait dire que la 5090 serait un monstre de puissance, ce qui sera probablement le cas. On avait entendu dire que les protos de refroidissement pour l'hypothétique 4090 Ti seraient utilisés parce que ça allait consommer à bloc. Et là, ces derniers jours, on entend dire que la 5090 pourrait au final avoir des specs un petit peu plus basses que ce qu'on avait entendu dire, avec un GB202 complet qui aurait effectivement un bus 512 bits, mais la 5090 n'utiliserait pas la puce complète, comme c'est souvent le cas. La 4090 n'utilise pas non plus la puce AD102 complète. Bon, alors ici, la coupe serait un petit peu plus violente, puisque là, la 5090 serait, aux dernières rumeurs, donc sur un bus 448 bits, un bus exotique, donc ce qui impliquerait 28 Go de VRAM. Et on entend aussi dire que niveau refroidissement, on aurait pour la Founders Edition un modèle dual slot, dual fan, donc plus petit que celui de la 4090. Alors, dans l'absolu, pourquoi pas, Nvidia n'a normalement pas de concurrence, je dirais, sur le haut de gamme grand public sur cette génération-là. Ils peuvent faire un petit peu ce qu'ils veulent, Une 5090 seulement 30% plus performante que la 4090 dans un premier temps, ce serait pas impossible. Ça permet aussi à Nvidia de réserver ses meilleurs yields pour le segment Workstation, ou pourquoi pas plus tard pour sortir une 5090 Ti. D'autant plus qu'on a aussi entendu dire que le GB202 serait une sorte de puce multi-chip, avec grosso modo 2 puces collées, un petit peu à l'instar de ce qu'ils ont présenté pour la puce Blackwell professionnelle, mais apparemment ce serait pas exactement la même chose, donc on sait pas exactement quelle forme ça prendrait, puisque certains l'auront aussi peut-être remarqué. Les specs supposés du GB202 complet, ça correspond à un x2 exact du GB203. Donc on entend dire par certains côtés que le GB202 serait de puces GB203 collées d'une manière ou d'une autre. Donc bref, comme bien souvent, toutes ces rumeurs, ça provient aussi de Copy de 7Kimi sur Twitter, puisqu'il a répondu à plusieurs questions, donc on attend d'en savoir un petit peu plus aussi, mais c'est vrai que ça pose quand même question. Un système de refroidissement à seulement 2 slots pour une 5090, ça serait quand même une réduction importante de la taille du système de refroidissement par rapport à la 4090 ou même la 3090. Donc est-ce que ce serait du coup une génération hyper efficace d'un point de vue refroidissement, d'un point de vue dissipation, énergie et tout ça? Bon, il reste encore quand même beaucoup de questions en suspens. Et bon, ça va être intéressant de voir tout ça, mais bref, encore une fois, ça montre surtout qu'on ne sait pas grand-chose au final. Donc pour le moment, toutes les rumeurs sont à prendre pour ce qu'elles sont, des rumeurs, même celles-ci. Et pendant qu'on est dans les rumeurs, on va passer assez vite sur les dernières rumeurs sur Zen 5, puisqu'AMD va sûrement les présenter ce dimanche, donc on en reparlera plus pour la présentation officielle, après, quand elle aura eu lieu.
Donc Zen 5 au niveau de la gamme, eh bien ce qu'on a entendu dire aussi au niveau des fuites supposées, c'est qu'au niveau de la gamme ce serait du classique, avec un découpage similaire à ce qu'on avait eu pour les Ryzen 7000, en allant du 6 core au 16 core maximum, avec des TDP par contre légèrement plus bas que sur la génération actuelle, en dehors du 9950X qui aurait le même TDP que le 7950X. Mais pour les autres références, on est un cran en dessous, ce qui serait une plutôt bonne nouvelle dans l'ensemble. Et au niveau des fréquences des puces, ça serait également assez proche de ce qu'on a actuellement sur la génération 7000. Et c'est un petit peu la même chose en ce qui concerne le cache, on serait un petit peu dans les mêmes eaux. Donc c'est vrai que sur la base de ces seuls éléments-là, ça paraît pas bien excitant, mais évidemment, c'est sans prendre en compte les améliorations côté architecture, car pour Zen 5, il y aurait beaucoup plus de changements qu'entre Zen 3 et Zen 4. Donc on attendra d'en savoir plus, point de vue performance supposé, puisqu'AMD en parlera très probablement. Puisque ça paraît assez positif en ce qui concerne les rumeurs, donc on verra si c'est le cas ou pas. Alors on note par contre que pour l'instant les X3D sont absents, donc sûrement un lancement en plusieurs étapes, comme ces deux dernières générations, avec les X3D qui arrivent un petit peu plus tard, quelques mois après, ce sera probablement le cas aussi. On entend dire également que niveau tarif, on serait sur les mêmes prix que pour les Ryzen 7000, à leur lancement, pas les prix actuels, ce qui serait à la fois une bonne et une mauvaise nouvelle, puisque certains modèles étaient tout de même assez coûteux au niveau de leur lancement, parce que si le 9600X coûte le même tarif de lancement de $300 que le 7600X, il a quand même intérêt à envoyer du lourd, vu que le 7800X 3D coûte pas beaucoup plus cher que ça actuellement. Donc pour du gaming, il faut vraiment que ça vaille le coup, pour être pertinent, même face à l'offre Zen 4 actuelle, en attendant les Zen 5 X3D, ou même les futurs processeurs d'Intel. Et l'autre rumeur dont on a entendu parler aujourd'hui, ce serait une potentielle sortie pour le mois de juillet, en ce qui concerne les Ryzen 9000. Ce qui me paraît quand même très très rapide, puisque ce serait dans environ un mois, mais bon, on verra si ça se vérifie du côté des annonces officielles, ou si c'était juste un fake ici, on verra bien dans très peu de temps. Pour Zen 5, on aura également des nouvelles cartes mères AM5 pour le lancement, avec des nouveaux chipsets. On aurait des X870 et 870E, du B850 et 840, ainsi que du A620 et du A620A, ça fait beaucoup de A. Alors on s'attend à des vitesses de RAM un petit peu plus élevées au niveau du support de l'expo, et aussi j'espère une meilleure gestion de la RAM en général chez les différents fabricants de cartes mères, moins de petits bugs comme on avait eu au lancement de la plateforme AM5, puisqu'il y a encore certains petits problèmes comme les temps de boot chez certains fabricants qui sont encore relativement longs. On espère que tous ces petits problèmes de jeunesse de la première plateforme AM5 soient corrigés pour la seconde. Alors, on aurait également l'arrivée de l'USB 4 sur les nouveaux chipsets, du PCI Express Gen 5 obligatoire pour le GPU sur le B850 et optionnel pour le SSD, toujours du Gen 4 GPU et SSD pour le B840, mais pas d'overclocking processeur, ce qui en soi n'est pas un drame. Côté Ryzen, on a de toute façon pas énormément de marge pour faire grand chose. Alors après, bien évidemment, reste encore à voir la différence, je dirais, de tarif entre les B850 et B840. Si c'est un petit peu comme sur la génération actuelle, entre le B650E et le B650 classique, la plupart du temps, le B650E ne servait pas à grand chose. Et pour le X870, on aurait du PCI Express Gen 5 obligatoire pour le GPU et au moins un Gen 5 au niveau du SSD avec suffisamment de lignes PCI Express pour alimenter tout ça correctement. On l'espère, parce que c'est pas toujours évident. Et enfin, l'autre rumeur côté AMD, ce serait la sortie de nouvelles déclinaisons de processeurs sur AM4, qui ne veut décidément pas mourir, avec des 5800 XT et 5900 XT. Bon alors là, j'avoue par contre que je vois vraiment pas l'intérêt, puisque ce sont grosso modo les mêmes processeurs que les 5900X et 5800X avec 100 MHz de plus. Autant dire, aucun intérêt. Alors j'ai rien contre de nouveaux modèles, encore faut-il qu'ils apportent quelque chose d'intéressant sur le marché. Je dirais qu'au moins le 5700X 3D qui est sorti il n'y a pas très longtemps peut avoir un intérêt. Ces deux nouveaux processeurs XT, s'ils sont réels, là par contre je vois pas vraiment l'intérêt de les sortir. On passe du côté des jeux assez rapidement, on a eu l'annonce sans grande surprise de God of War Ragnarok sur PC, avec une sortie prévue pour le mois de septembre, et c'est le premier titre avec support officiel du FSR 3.1 qui a été annoncé. Donc on devrait retrouver le FSR 3 FrameGen qui fonctionne avec les autres upscalers comme sur Ghost of Tsushima dernièrement, mais aussi les améliorations au niveau de l'upscaler du FSR. Et ce sera intéressant de voir si AMD rattrape enfin un petit peu son retard à ce niveau-là. Il y aura aussi le DLSS 3.7, le XeSS 1.3, le support de l'ultra-wide et compagnie,
Et la mauvaise nouvelle par contre, c'est que Sony apparemment forcera la main, même pour le jeu solo, de faire un compte PSN pour ce God of War, qui rejoindra donc la longue liste de jeux où il faudra s'identifier plusieurs fois, ce qui est toujours pénible. Mais bon, c'est un moyen pour Sony de faire gonfler les chiffres du PSN, je suppose. Mais c'est vrai que d'un point de vue utilisateur PC, devoir avoir 50 launchers, 50 logins différents quand on lance un jeu, c'est quand même assez pénible. Et puis voilà, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, mais on fera bien évidemment le topo pour les annonces officielles côté Intel, côté AMD, et aussi du côté de chez Qualcomm et Nvidia s'ils annoncent d'autres trucs en plus dans les prochains jours ou pendant leur présentation officielle du Computex, qui n'était pas pendant le brief, donc on verra bien. Mais bon, tout ça, ça annonce quand même une fin d'année 2024 très très chargée, là où ces derniers mois, c'était quand même plutôt calme plat, donc c'est plutôt cool de ce côté-là. Ça annonce pas mal de nouveautés, mais bien évidemment, sur la chaîne, on essaiera d'en suivre le plus possible et d'en tester le plus possible aussi. Sinon, comme d'habitude, si vous avez apprécié la vidéo et que vous voulez donner de la force à la chaîne, les machins de YouTube, c'est débile, mais ça aide. Et bien évidemment aussi un grand merci à tous les membres de la page Ko-fi pour votre soutien. La chaîne peut continuer en grande partie grâce à vous. Donc un grand merci comme d'habitude. Du coup, on se retrouve également très rapidement pour d'autres vidéos. Je vous fais des bisous, je vous dis à la prochaine. Salut!